Bonjour à vous tous. Bienvenue sur Immedia, le média internet. Laurent Fent avec vous. Et cette émission, qui est une première, l'émission Témoin. Pourquoi cette émission? Eh bien voilà, il s'avère que nous avons autour de nous des gens qui paraissent ordinaires et qui sont parfois extraordinaires. Alors il suffit pour ce faire de chercher à faire connaissance avec peut-être votre voisin de palier, avec votre boulangère ou qui sais-je encore, des rencontres qui sont innombrables dans le champ des possibles. Et c'est cette émission qui finalement va faire une focale sur un témoignage. En l'occurrence, aujourd'hui avec nous, Marie-Emmanuelle Jouffriot. Bonsoir Marie-Emmanuelle. Bonsoir Laurent. Je dis bonsoir, bonjour, sachant que le temps ici est un non-temps. Marie-Emmanuelle, on a eu l'occasion de se rencontrer lors de la marche vers le Mont-Saint-Michel, organisée par Bertrand Leroy, le sentier.org. Et c'était l'occasion, durant ce sentier, de rencontrer je ne sais pas combien de personnes, mais on ne peut pas rencontrer tout le monde, bien évidemment. Et les synchronicités aidant, des fois on est amené à marcher avec des personnes, certaines. Et on peut, si on souhaite, si on gratte, découvrir quel est cet homme ou cette femme qui marche à nos côtés. Et j'ai eu l'occasion donc d'apprendre à faire ta connaissance à ce moment-là. Et voilà, ton témoignage que je souhaitais ce soir pour les internautes est plein de rebondissements, de péripéties et en même temps original. Mais en même temps, encore une fois, l'originalité se fait pour tout à chacun. Nous avons tous finalement des vies qui sont originales, qui ne ressemblent à personne d'autre. Et quand on la met en scène, peut-être que chacun d'entre nous pourrait écrire un roman. Pourquoi pas? C'est quelque chose en tout cas qui m'est venu à l'esprit. Et en l'occurrence, ce soir, Marie-Emmanuelle, pour nous témoigner de ton parcours de vie. Alors, avant de commencer, un petit préambule, c'est de mentionner que tu es né un 12 décembre. Je l'ai retenue celle-là. Et en même temps, dans la région de Troyes. Oui. Tu as père, mère, bien évidemment, des frères, des sœurs? Simplement 7 frères et 2 sœurs. Magnifique. 7 frères, et tu es où dans la fratrie? Je suis la 7e. Tu es la 7e. Oui. Ah, le nombre 7 est intéressant aussi dans ce sens-là. Dans quel climat, on va dire, tu as pu grandir quand tu étais enfant? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus pour décrire un peu le climat familial? Le climat familial, effectivement, on était une grande tribu, on peut dire. Parents très attentionnés pour notre éducation, cependant très peu disponibles pour chacun. C'est un peu ça qui nous a fait On a appris à grandir tout seul dans une famille nombreuse. C'est assez spécial, mais je pense que mon père était très occupé. Il avait une usine de construction métallique qui prenait vraiment de l'ampleur. Il a été très absent, mais quand il était là, il était là. C'était là, ce qu'on peut lui reconnaître. Dans les familles nombreuses, les grands s'occupent des petits, bien évidemment. Donc ça développe aussi peut-être Oui. tout ce qui a trait à la fraternité, la solidarité, l'entraide. Ce qui est assez Pour toi, incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on est tous comme ça. On s'entend tous très bien, on est tous très différents. Et ça a été une des priorités de nos parents, c'est de préserver l'unité et la singularité de chacun. Alors, est-ce qu'il est difficile de, entre guillemets, faire sa place quand on est dans une famille de 7 enfants et qu'on est la dernière? Est-ce que tu as eu le sentiment de devoir prouver des choses ou est-ce que tu as eu le sentiment, justement pour attirer l'attention, de devoir faire quelque chose ou justement du fait que tu sois la dernière, finalement toute l'attention était tournée vers toi du fait que les grands étaient les petits? Alors, il y en avait encore 3 derrière moi. D'accord. D'accord. Ok. Oui, on était 10. Ah non, mais j'ai compris. 7 garçons et 3 filles. Autant pour moi, j'ai pas fait le calcul. Mais bon, 10, simplement 10, oui, bon. Donc il y en avait encore 3 derrière moi. On peut dire que c'est vrai qu'on est tous là à vouloir se démarquer pour être reconnu dans sa propre identité.
Ce qui a fait qu'on avait des talents assez variés et beaucoup besoin de solitude. C'est très drôle, ça. On s'est tous retirés à notre manière. Alors moi, je dessinais beaucoup et j'allais faire du sport, la natation. J'adore la natation et j'étais toujours, à la moindre occasion, partie faire des kilomètres de nage. D'autres allaient se promener avec les animaux. Le troisième construisait des fusées. Le quatrième faisait des bouquets de fleurs. Enfin, chacun son talent et c'était très riche parce qu'en fait, j'avais la chance d'avoir une mère qui était très aidée. Mon père avait les moyens. Donc, ça a permis elle a développé auprès de nous vraiment une attention artistique. La vie n'était pas ordinaire, c'est vrai, pas ordinaire. Quand tu dis aider, tu l'entends dans le sens matériel, financier, avec peut-être des nounous? Oui, des nounous, oui, des personnes qui venaient à la semaine. Il y avait aussi la cuisinière le samedi, parce que ça faisait des tablées de 14, quand on invitait un peu nos amis aussi. Notre mère était très, très artiste, en fait. Très artiste et en même temps manageait pas mal. Elle aurait pu manager une entreprise. Pour 10 enfants, il faut quand même le faire. Ouais. Comment les valeurs qui étaient importantes ou essentielles pour tes parents? Alors, les valeurs, c'était l'unité. L'unité, et ce que je te disais, c'est la singularité, que chacun soit vraiment ce qu'il est. Ça nous est toujours resté. Est-ce que c'était soutenu par des valeurs religieuses? Oui. De quel ordre? Alors, ils étaient catholiques, chacun élevé dans cette religion, mais assez ouvert, parce qu'en fait, c'était les premiers. Mon père a fait le yoga chrétien. Il commençait à y avoir des prêtres qui s'intéressaient au corps, à l'Asie ou aux pratiques de l'hindouisme? Oui, le yoga, la sérénité, les positions du corps pour acquérir une plus grande liberté intérieure. Ton père s'intéressait à ça? Oui. Dans les années Alors c'est drôle 50? parce qu'en fait, lui c'était c'était avec l'abbé Deschanais. C'était moi je devais avoir... Moi je n'étais pas née, je pense pas. Et il était obligé à l'époque d'aller à Paris, rencontrer les personnes spécifiques qui devaient donner l'exercice qui correspondait à la personne. Ils n'avaient pas le droit de faire un exercice... Pour un collectif? Oui, ils ne pouvaient pas faire un exercice qui ne leur convenait pas. C'était intéressant parce que c'était pas du tout comme on voit aujourd'hui le yoga. Tout le monde en fait. Non, pas du tout. Et alors mon père, oui, donc c'était des parents qui avaient un sens du corps. Et pour les chrétiens, c'était un peu mis à l'écart. Voir au banc. Ouais. Et ils se sont mis tout de suite à travailler dans les premiers groupes des équipes Notre-Dame. C'était révolutionnaire à l'époque. Qu'est-ce que c'était? Les équipes Notre-Dame, je pense que c'est ce même père Deschanais. Il faudrait revoir, je ne me rappelle plus du nom. Et cet homme voyait souvent des couples souffrir, en fait. Un prêtre, donc un Ouais, père un prêtre, d'une église ou d'une paroisse. Et puis il s'est dit, mais il faut commencer à s'intéresser au couple, à la famille, et arrêter de se mettre des œillères, de se mettre des contraintes. Et il a mis en place des groupes. Alors mes parents se retrouvaient avec des amis de 3, c'était 6 groupes, 6 couples. Ils arrivaient à la maison, je me rappelle, nous on était
petits. Et alors, il y avait le dîner et puis ils parlaient de leur vie de couple, leurs difficultés et puis leur difficulté de se comprendre, de s'entendre. Tu as assisté à l'occasion? Non, non, nous, non. T'écoutais pas aux portes? Non, je n'écoutais pas aux portes. Et puis, c'est drôle parce que, en fait, en même temps que c'était... Ma mère, elle a tenu à ça jusqu'à la fin de sa vie, mais elle était très ailleurs à chaque réunion. C'était très intéressant de savoir ça parce qu'en fait, ça restait encore très... pas assez incarné, quoi. Il y avait une volonté de l'Église d'approfondir ça, mais comment veux-tu qu'un prêtre parle de ça? Hein? Bah oui, il manquait certainement peut-être une certaine partie où les corps s'entremêlent et Oui. tout ce que ça implique pour en parler. Il avait toute cette attention-là, mais en tout cas, bon, voilà, mes parents, ils avaient vraiment le désir de vivre une communion vraie à tous les niveaux, en accord avec leur foi. Donc la place du Christ, j'imagine, ou de Jésus était ah bah oui, importante. Dès qu'un enfant arrivait, c'est Marie qui... Maman, elle disait à chaque fois, parce que quand même, elle était fatiguée, elle disait, bon, allez, bon, c'est Marie qui nous l'envoie. Voilà. Et puis ça le faisait. Je pense qu'ils n'avaient que ça comme solution. À l'époque, la foi était vraiment leur bâton, quoi. Et ils ont traversé, oui, des choses comme tout le monde, des choses pas faciles. Tu veux dire par là que ta mère n'a jamais essayé de se faire avorter ou non. Elle accueillait à chaque fois oui. Oui, parce qu'il ne s'agissait pas de pouvoir... limiter une grossesse ou de faire... bah oui, il n'y avait pas à cette époque-là, de toute façon, les contraceptions n'existaient pas encore. Ton père aussi, hors antenne, tu m'as précisé que ce dernier s'était beaucoup investi dans les scouts. Alors oui, tous les deux en fait. Mon père était responsable à une époque de toute la région est de la France. C'était son école de vie. Et apparemment, il a laissé quand même une belle empreinte, sans pour autant griller les étapes. Tu mentionnais que le jour où il est parti à la messe, il y avait plusieurs dizaines de personnes qui étaient là et qui... Une centaine de personnes. Une centaine? Ah oui, il y avait... on a mis une grande tente à l'extérieur pour accueillir tout le monde. Oui, ça venait de partout. Parce qu'en fait... Il avait une nature très simple avec les gens. Et en même temps, il était un chef d'entreprise. Nous, on était amis avec ceux qui font les entreprises de Troyes, d'Aidé et tout cela, tu vois. Donc c'était vraiment... on avait deux pieds à la campagne, parce qu'on était à la campagne. Et puis, cette vie de Troyen qui à l'époque, était très florissante. Est-ce qu'on peut dire que cette ambiance de foi ou de religion a été pour toi comme une évidence du fait d'avoir comme exemple tes parents? Et est-ce que la foi ou la religion ou Jésus ou tout ce qui peut graviter autour de la religion judéo-chrétienne t'a très tôt, très vite porté? Oui, mais moi je crois que de toute façon, tout à l'heure on parlait des empreintes de naissance, et moi j'étais très marquée par cette grande rencontre que mes parents ont fait à Rome autour des équipes Notre-Dame. Ma naissance, elle vient à ce moment-là, quoi, tu vois. Comme si moi, d'emblée, et puis avec le prénom que j'ai, Marie-Emmanuelle, que j'ai souvent du mal à porter, comme si j'étais d'emblée appelée à spiritualiser le couple ou la famille, ou être là pour consacrer ma vie
Pour moi, c'était une évidence, c'est vrai. Quand j'étais petite, j'allais avec ma grand-mère à la messe. C'était un peu aussi un défi, parce que je voulais montrer que j'étais un peu déjà grande. Mais j'avais 7 ans et j'allais à la messe le matin avec les petites vieilles. Je sens encore l'odeur, le bruit des pas dans l'église. Mais je me sentais importante. Alors, c'est pas importante, comme si j'étais déjà un peu missionnée pour quelque chose. Trouver ta place. Oui, alors, à savoir si c'est ma place, je ne sais pas. Mais en tout cas, mes parents y ont bien contribué. Pour moi, c'était une évidence. Après, tout le chemin que j'ai fait après, c'était de me débarrasser de ça. Mais je reconnais que j'ai grandi, j'avais reçu tout ça. Je suis venue avec un sacré bagage. Pas bien, parce que c'est vrai que la foi, c'est quand même très précieux d'avoir la foi dans la vie, quoi. Moi, je dirais ça aujourd'hui, la foi dans la vie. Mais avant, c'était Jésus, c'était... Mais dès ta plus tendre enfance, quand tu parles de quand j'avais 7 ans, Oui. donc déjà, on va dire, dès que tu as su parler, communiquer, il y avait cette empreinte-là qui, chez toi, était très forte par rapport à tes autres frères et sœurs. Et, Bah oui, moi, et tu vois, maman, elle écrivait un petit mot sur chaque naissance. Et pour moi, c'était très spécifique. Marie et Emmanuel, c'est tout un programme. Voilà, c'est tout un programme, c'est dit. Après, il faut le vivre. Oui, et on peut comprendre qu'un prénom comme le tien n'est oui, puis je suis forcément... née à la période de Noël, je suis arrivée à la maison le jour de Noël, tu vois, c'est la crèche qui arrive à... Ouais. Alléluia. Je peux bien le comprendre. Donc voilà. Lorsque tu baignes dans ces éléments, dans ce cadre qui est le tien, est-ce que tu as une idée de ce que tu souhaites faire plus tard? Et quand je dis ça, que ça soit, peut-être que tu avais déjà une idée précise quand tu étais petite fille ou quand tu as été adolescente, est-ce que tu savais ce que tu souhaitais ou voulais faire? Rien à voir avec ça, bien sûr. Je voulais être professeur d'éducation physique ou maître nageur. Voilà, c'était ça. Moi, après j'ai fait du chemin, mais par rapport à ma consécration, et je voulais être religieuse. Ça, c'était à l'adolescence? À l'adolescence, oui. Pourquoi? Il y a eu une rencontre, il s'est passé quelque chose de particulier pour que ton souhait de départ bifurque vers le désir d'être religieuse? Alors, moi, j'avais rencontré en tout cas, consacrer ma vie à Dieu. Hein. Religieuse, sous quelle forme, je ne savais pas. Mais tout donner à Dieu. Être au service. Oui. Et là, j'ai rencontré le père abbé du Bec-et-Loing, Don Gramont, à l'époque, qui m'émerveillait rien que par sa présence. Pour moi, sa présence, c'était... il disait tout par sa présence et c'était tout simplement pour moi vivre sous le regard de Dieu. Point. Pas plus que ça, pas moins. Un moine, c'est ça. Hein. On fait la vaisselle. C'est un moine? Oui, c'est le père abbé du monastère du Bec-et-Loing, qui d'accord. est pas loin d'ici. Donc, c'était un monument de présence. En fait, c'était ça que je voulais, dans le fond. Et je me demandais, mais comment... Avoir cette présence, tu veux dire? Comment on y arrive à être aussi... rayonnant, présent, être à ce qu'on fait. Et les bénédictins, c'est faire toutes choses dans la louange, sous le regard de Dieu. Les choses les plus simples, les plus banales. Tu avais quel âge quand tu l'as rencontré? Là, j'étais en seconde, donc j'avais... Oui, 15 ans. Oui, 15 ans. Donc cette aspiration, tu rencontres cet homme et... Oui. Et j'avais lu un article dans un panorama d'aujourd'hui où il redonnait bien toute la règle de Saint-Benoît. Et je disais, mais ça, c'est quand même extraordinaire de pouvoir vivre ça, quoi. Alors, je pense qu'il y avait dedans... il y a la vie communautaire chez les moines et il y a la vie de solitude. Et en fait, moi, j'aime beaucoup la solitude, me retrouver, être...
Et il y a la vie communautaire. Je veux d'autant mieux le comprendre que c'est exactement ce que tu as pu trouver au sein de ta famille. C'est-à-dire, j'imagine en tout cas, que de vivre au sein d'une fratrie de 10 enfants en tout, donc, toi y compris, c'est finalement quel espace pour moi quand on doit justement partager ses affaires, ses jouets, qu'on doit faire à manger ensemble, qu'on doit peut-être se laver ensemble, dormir ensemble. Enfin bref, un espace pour soi, c'est peut-être le rêve pour une famille aussi nombreuse. Et certainement de vouloir jouir d'être seul avec soi. Donc j'entends en tout cas que dans la notion de nonne ou de moine et des vœux, et en l'occurrence chez les bénédictins, il y a effectivement cette vie communautaire où on est avec les autres, tout en ayant cette possibilité d'avoir son espace à soi dans sa cellule. Hein. Donc il y a vraiment la notion d'ascétisme, de retrait. Donc en plus, toi qui voulais être justement prof de sport ou de natation, peut-être que le rapport au corps dans l'ascétisme pouvait peut-être y trouver ton compte, non? C'est très sportif, je crois, d'être moine. Ah ouais, mais pourquoi pas, hein. Non, mais je pense, parce que en fait, l'ascèse du corps, il y a beaucoup ça, dans l'ascèse, dans le sommeil, dans la régularité, dans la nourriture, dans les émotions. Oui, savoir gérer son corps. Mais c'est drôle parce que ça m'a jamais lâché, parce que après j'ai beaucoup aimé aussi le taoïsme. Après j'ai beaucoup aimé. Je suis allée à Auroville, et alors mère à Auroville, elle était vraiment là-dedans aussi, parce que. On y reviendra. Ah ouais, elle était incroyable. Voilà, elle vous donne des bribes, mais on y reviendra. Ce que j'aimerais saisir, c'est je peux comprendre tout à fait cet élan-là qui fait écho à la foi et sur le fait de penser qu'il y a quelque chose de plus grand que notre petite personne et le fait de vouloir servir. Et c'est vrai que qu'on croit ou non dans la vie de Jésus, en tout cas, il y a à travers ce qu'il a pu incarner une notion d'amour qui est présent et de don de soi. Et on y reviendra, je pense que c'est important et ça fera partie peut-être de ton parcours de vie, sur cette distinction à faire entre le sacrifice de soi et le don de soi. Et les stigmates, je dirais, de ton prénom étaient déjà tout un programme par rapport à ça. J'aimerais saisir, donc tu as 15 ans, tu rencontres ce moine abbé, il t'émerveille par son charisme, sa présence, et te vient l'envie de vouloir te lancer dans une vie où tu serais quoi, une nonne en retrait par rapport à la communauté humaine, dans le sens où ça serait dans, je sais pas, effectivement une abbaye, un ordre peut-être des bénédictins ou autre chose. Comment est-ce que ça se passe? Et puis, tu as 15 ans et l'école dans tout ça. Alors, oui, l'école. Moi, ça a été très dur, l'école. Et bien, justement, l'école, ça a été ma première ascèse que je me suis donnée. Rien ne m'intéressait, tout était difficile. Et mon père me disait, ça fait rien, vas-y. Jamais il m'a réprimée, j'avais très mauvaise note et tout. Mais mes observations, c'est travaille beaucoup, mais ne réussis pas. Donc, je me suis dit, mais par quel biais je vais pouvoir continuer, j'ai encore tout ça à faire, des études. Eh bien, je me suis mis intérieurement dans cette ascèse-là, que je désirais déjà. Je me suis dit, bon, allez, t'aimes pas ça, tu vas essayer de trouver le chemin pour aimer ça, pour les mathématiques, etc. Et c'est incroyable parce que j'ai encore des copines qui me disent, mais t'étais incroyable à l'école. Tu recevais tes bulletins, et tes notes, t'étais toujours la dernière, t'avais des zéros. Et puis, en fait, tu avais le sourire jusque-là. Et effectivement, j'ai beaucoup travaillé ça. L'acceptation. Il n'y avait pas la notion de compétition avec tes frères et sœurs? Je pose la question. Attends.
compétition. J'ai une sœur qui a 1 an de plus que moi qui, elle, effectivement, a réussi plus facilement. Il n'y avait pas de comparaison. Non. Alors ça, c'était aussi... c'était nos parents, ça. Aucune comparaison. Ils nous encourageaient toujours. Moi, il ne m'a jamais disputé. Pour mes notes. Comment... alors, je ne sais pas, vis-à-vis de cet appel vers la religion ou la spiritualité, sur le fait d'être nonne, enfin, je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est déjà une idée Non, moi, d'être ça me fait rire quand tu dis nonne. Nonne, je n'en sais rien, mais parce que tu parles d'un... Religieuse, pour moi, religieuse, ça dit plus. Parce que religieuse, c'est... dans le beau sens du terme. Hein. Alors, il y a deux choses. Moi, je fais la distinction entre une religieuse qui peut, pour moi, en tout cas, être ouverte au monde, qui relie ah oui, d'accord. Et qui va parler, communiquer avec le monde extérieur. Là, tu me parles d'un moine abbé, d'un monastère, des bénédictins. C'est démonial, en fait. Ouais. On dit démonial. Démonial. Donc, voilà, c'est pour ça que je parlais de nonne. Alors après, c'est monial, monial, c'est un beau terme. Alors, est-ce que tu avais une idée précise de quelle place au sein de cette aspiration spirituelle vers laquelle tu souhaitais aller? Est-ce que tu souhaitais être justement une moniale ou plus une femme Ah non, moniale et chez Saint-Benoît. Chez Saint-Benoît. Oui, c'était ça. Et je ne serais pas allée chez les franciscaines, chez Mère Teresa, non. Et moi, je pense que c'était plus lié parce que quand tu disais là, par rapport à la solitude, c'est pour se trouver soi qu'on a besoin. Et quand tu es dans une famille nombreuse, tu ne sais pas vraiment qui tu es. Tu es délimité par les autres. Voilà. Et dans un monastère, mais en fait, ça aurait été ermite que j'aurais préféré être ermite que même... parce que j'ai été dans une communauté tout le temps, en fait, dans ma vie. Bon, peut-être que c'est une dimension que je n'arrivais pas à lâcher, hein, je pense. M'occuper des autres, c'est... Pourquoi pas, et je pense que ton parcours sera à cette image. Peut-être que tu trouveras des réponses à travers ton propre témoignage. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que tu avais cette idée de te trouver seule et en même temps, à l'image de cette famille nombreuse dans laquelle tu as évolué, d'être en lien avec le groupe. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment, à 15 ans, alors qu'on a ce genre d'aspiration, ta propre famille, qui baignait déjà bien dans cette foi, dans cet espace de spiritualité intense, comment voyait-il la petite fille qui, quelque part, avait des études lamentables au regard de certains, même si t'ont toujours encouragé, et puis de l'autre, te voir tes aspirations à vouloir te lancer dans cette vie spirituelle? Comment il se positionnait? Je ne l'ai jamais vraiment dit ouvertement que je voulais ça. Je gardais secrètement ça. Et j'étais quand même tiraillée entre ça. C'est vraiment deux extrêmes. Hein. Monial et puis je voulais faire les Jeux Olympiques en natation. Mon idole, c'était Marc Spitz à l'école. Kiki Caron, enfin les grands nageurs. Donc il y avait ces deux dimensions-là, très fort. Donc moi, ma famille voyait que la dimension, Marie-Emmanuelle, elle est tout le temps à faire du sport, elle est dans la nature, elle dessine. Mais il y avait toujours cette petite rubrique que ma mère avait sur moi, hein, Marie-Emmanuelle, ou ma grand-mère. Ma grand-mère, je l'ai beaucoup suivie parce qu'elle, elle était très, très pieuse et pratiquante et a fait énormément de choses pour les autres. Enfin, elle était... J'imagine que la prière avait aussi un sens profond pour toi. Oui. Mais c'est étrange parce que moi, aujourd'hui, je ne sais plus prier. Hein. Je ne sais pas où je prie tout le temps, je ne sais pas ce que je fais. Mais bon, je ne mets plus de nom et je vais... Mais à l'époque, je pense que je faisais des sacrifices. C'était pourquoi je faisais... Mais je crois que c'était sportif encore. Sacrifice. Eh ben, je me disais, attends, quand j'étais petite, il y avait le médecin de famille qui était malade. Et je me dis,
devrais faire un sacrifice pour lui et pour qu'il guérisse. Alors, je m'étais inventé de retirer ma veilleuse de nuit. Tu sais, les enfants, ils adorent les veilleuses. Hein? J'étais comme ça. Et ben, j'ai fait ça. Ou alors... Tu te privais de quelque chose, pensant que ça allait pouvoir ouais, aider ouais. Bon, là-haut, ils ont dû s'arranger hein, pour faire que des petites intentions comme ça marche. Mais bon, maintenant, c'est plus du tout de mon registre. Mais on nous proposait que ça quand même à l'époque. Hein, quand même. Moi, je suis quand même de 58. Hein. C'est pas... Donc, c'était encore le confessionnal et on allait... tu vois hein. Donc, on ne savait pas quoi dire, entre parenthèses. Mais tu vois, c'était encore... même si on essayait de... J'avais mes parents qui essayaient de nous ouvrir un peu plus l'esprit. On est tellement imprégné de tout ça que la petite fille, elle jouait à ça, disons. Elle jouait à ça. Il y a un élément dont tu nous as parlé avant cette interview. Tu as été voir une personne très particulière et tu lui as posé des questions justement quand tu avais 15 ans pour qu'elle puisse peut-être t'aiguiller à faire un choix entre cette vie spirituelle d'ascétisme qui t'appelait et puis les études en même temps qui de l'autre côté même si tu n'es pas forcément reconnu au niveau de tes études, quand on a 15 ans, il y a peut-être ce que la société veut aussi pour nous et peut-être même les parents. Ce qui m'interpelle, c'est, donc hors interview, tu m'as fait part d'une personne particulière que tu as été voir pour avoir son avis. J'aimerais que tu puisses nous expliquer comment tu as rencontré cette personne. Est-ce que tes parents ont été au courant ? Oui, Marthe Robin, voilà. Une sainte, Marthe Robin, oui, quand même. Stigmatisée. Oui, au lit, hein, elle était alitée, hein, elle ne bougeait pas pendant... oui, elle vivait tous les vendredis la crucifixion. Oui, elle avait que l'hostie à manger, hein, je crois. Et oui, elle ne mangeait pas, et voilà, elle recevait un monde fou. Hein, c'était une sainte. Une sainte, oui. Considérée comme telle, hein, reconnue. Oui. Elle était dans quel coin ? Près de Lyon, au sud de Lyon. Je ne me rappelle plus. Châteauneuf-de-Galore. Tu te rappelles bien ? Oui, non, mais... Tu as été la voir, donc ? Oui. Avec l'accord des parents ou... Oui, même mes parents ont été faire des retraites là-bas. Mais oui, mes parents allaient la consulter aussi. Et moi, j'étais la voir et j'avais cette question parce que j'avais rencontré donc entre-temps une communauté qui était le mitigé entre cette vie monacale et puis être dans le monde. Bon. Et ça m'interpellait, je voulais vraiment consacrer ma vie là-dedans. Alors elle m'a dit, continuez vos études, vous verrez après. Donc voilà, pour moi c'était très, très concret, très simple. J'ai continué aussi, ça m'a encouragée dans le chemin des études. Des études. Et tu es jusqu'au bac ? J'ai passé... Alors, parce que je voulais être professeure d'éducation physique, il fallait avoir le bac D. Moi, je ne suis pas du tout scientifique. Donc, j'ai passé le bac D. J'ai raté. J'ai repassé. J'ai re-raté. J'ai dit, j'arrête là. Voilà. Alors, parle-nous un peu de cette communauté. Est-ce qu'elle existe encore ? Oui, elle existe encore. Oui, Comment s'appelle-t-elle ? C'est l'Office culturel de Cluny, qui était vraiment, qui a commencé à côté de chez moi. Donc au départ, ils étaient 4-5 et moi je les ai rencontrés, je devais avoir 15 ans, donc à cette époque-là. Et puis c'était assez intriguant parce qu'en fait c'était des jeunes garçons et filles, un peu plus âgés que moi quand même, parce que ouais, mais ils avaient quoi, 20 Olivier qui a fondé, il avait 20 ans quand il a fondé. Il était comédien de la Comédie Française. À 20 ans déjà ? Comédien de la Comédie Française ? Et il a décidé de quitter parce qu'il a été interpellé
Et il est en lien aussi avec cette histoire avec Marthe Robin, parce qu'elle l'a interpellé pour fonder une œuvre. Tu veux dire que Marthe l'a encouragé, lui a L'a fait confié- appeler même, l'a fait appeler pour lui dire, ben voilà, il faudrait que vous fassiez ça. Donc c'est des jeunes qui se sont retrouvés d'horizons au début surtout artistiques, au milieu du théâtre, mais après ça a été de tous les horizons, des thérapeutes, des tapissiers, des artisans, des maçons, des gens comme moi qui n'avaient pas fait d'études après le bac. Il y avait... Et puis petit à petit ça a grandi, et puis à chaque fois qu'il y en avait un qui rentrait, il consacrait sa vie. Alors, j'aimerais Par saisir- l'intermédiaire de la communauté, c'était une manière de consacrer sa vie à Dieu pour témoigner de la beauté. Parce que la vocation de que cette communauté avait reçue, c'était... Tu parles de communauté, on ne parle pas d'ordre. Il ne Non. s'agit pas d'un ordre. Il s'agit Ces d'une- communautés nouvelles qui étaient étrangement affiliées au Bec et Loin, justement. C'est pour ça que moi, ça m'a fait tilt. Je me dis, Au bon, bénédictin, oui, dont je parlais tout à l'abbé l'heure, en question. dont Gramont. Et je me suis dit, mais c'est vrai, aller s'enfermer dans un monastère, alors que ils sont dans le monde, ils font des pièces de théâtre, ils font des tableaux, ils font de la chorégraphie, ils font tout ça pour la même chose, en fin de compte, pour témoigner du divin en chaque être humain, en fait. En exaltant le beau et... Oui. En fait, la phrase qu'a fait tilter le fondateur, c'était un appel du pape Pie XII aux artistes. Pour te dire, c'est la phrase, je vais essayer de la redire, parce qu'elle est très belle. Le beau doit nous élever. La fonction de tout art consiste à briser l'espace étroit et angoissant du fini dans lequel est plongé l'homme tant qu'il vit ici-bas. Faites donc sourire sur la terre le reflet de la beauté et de la lumière divine, et vous aurez ainsi, en aidant l'homme à aimer tout ce qu'il y a de bon, de juste, de vrai, d'aimable, contribué grandement à l'œuvre de la paix. On peut la garder toute sa vie, cette phrase-là. Donc c'était une réponse à cet appel-là, cette communauté. Donc c'était hommes et femmes. Donc on était tous très jeunes. Et puis on avait un appel vraiment à consacrer notre vie à Dieu dans cette incarnation-là. J'aimerais saisir, d'un point de vue, j'allais dire, juridique, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui pourrait, entre guillemets, monter une communauté. Certaines pourraient avoir en tout cas le qualificatif de secte. Alors, là, si j'entends tes propos, il s'agit de cet homme, Olivier, qui a une sorte de bénédiction de Marthe Robin, qui, de surcroît, serait en lien avec le monastère du Bec et Loin. Et quand on dit fondre une communauté, alors que tu nous dis qu'ils sont peut-être 4 au début, ça implique quoi? Il s'agit d'aller vivre où parce que tu dis qu'ils sont ouverts au monde, ils travaillent dans le monde à mettre en lumière la beauté du monde à travers l'art sous toutes ses formes. Donc concrètement, j'allais dire, ça implique quoi? On investit une maison, un manoir, enfin j'en sais rien en fait. Oui, alors justement, ils ne savaient pas où commencer, donc le père abbé du Bec et Loin leur a dit, on a notre ancien prieuré dans l'Aube, donc à côté de chez moi, là, à Ménil-Saint-Lô. Et si vous voulez, vous pouvez l'utiliser tant qu'on ne remet pas de moines là-bas. Donc c'était là que je les ai rencontrés et que j'ai commencé à les côtoyer très régulièrement. Et la structure, c'était une association, loi 1901. D'accord. Avec un même but. Et
c'était non confessionnel, c'est-à-dire qu'aux yeux des autres, on était habillés comme tout le monde, on avait... Mais ceci dit, quand on était en communauté, parce qu'on dormait sous le même toit, on avait une règle de vie qu'on avait écrit, très, très inspirée de la règle de Saint-Benoît, mais réadaptée, réajustée à notre style de vie en fait. Et puis, donc, célibat, chasteté, pauvreté, obéissance. Ah oui. Tout ça, tout ça. D'accord. Ah oui, oui, oui. Non, mais oui, pour le coup, là, alors, c'est en même temps avoir une vie d'ascétisme, d'être au sein d'une sorte de congrégation, tu parles de communauté, mais vraiment avec ce que pourrait vivre une moniale, Oui. un moine, Oui. avec donc aucun rapport entre hommes et femmes, Oui. et avec tout ce qu'il y a d'aspect de l'ascétisme, du jeûne, j'imagine, des silences, des temps de prière, ce genre de choses, Ah oui. méditation et autres. On chantait les psaumes matin, midi et soir, comme les moines, mais à des heures différentes, parce que quand on avait un spectacle de théâtre le soir, eh ben, on faisait ça soit avant, soit... Voilà. Et Les hommes dans tout ça et les hommes, oui. Non, mais c'est vrai, ton rapport envers les hommes, est-ce que adolescente, tu as eu l'occasion Ah ben, d'expérimenter? on sublimait toutes les affections qu'on avait. Et je pense que là, j'ai quand même beaucoup appris de comment on pouvait vivre une amitié spirituelle et profonde avec certains. C'était encore une ascèse, ça. C'était encore... Tu n'as jamais été attiré physiquement par un homme ou un jeune homme on peut penser peut-être Oui, que... oui. Non, j'étais... on se prenait dans les bras respectueusement, on pouvait s'embrasser et se tenir même très... comme des amis, mais ça s'arrêtait toujours là. Mais en tout cas, Pour toi, moi. Pour moi. Toi, alors tu nous fais part que tu as eu l'occasion de te lier d'amitié petit à petit de plus en plus vis-à-vis de cette communauté. Oui. J'entends cet appel qui s'affirmit de jour en jour au fur et à mesure du temps qui passe. Cependant, tu es jeune à ce moment-là. Entre tes 15 ans, cette aspiration et le moment où tu loupes 2 fois le bac, donc on peut penser que tu as 18-19 ans, on va dire, tu as quand même un certain laps de temps qui te laisse, ou qui pourrait te laisser envisager d'avoir des relations avec des petits amis, des petits copains. Non, voilà. j'étais pas du tout élevée comme ça. Et je pense que là, c'est là que les empreintes de naissance m'ont préservée de... Pas préservée, parce que on ne peut pas employer ce mot-là, mais pour moi, c'était pas difficile. C'était comme si j'avais, je sais pas, et j'étais... C'est une évidence. Oui, c'était une évidence. Ça, quand je vois l'évolution de cette communauté-là aujourd'hui, je sais que il n'y a plus cette ferveur des débuts qui faisait qu'on arrivait à assumer ça bellement. Maintenant, c'est quand même plus ça. Oh. C'est pour ça que j'y suis plus, déjà. Mais et puis quand c'est pas tout à fait, disons qu'on n'en parlait pas. Peut-être c'est ça le problème. Et il y a eu une perversion à l'intérieur. Parce que après c'est devenu un peu le sujet où on n'en parle pas. Voilà. Quand tu parles de perversion, de quel ordre de perversion tu parles? Eh bien, disons qu'il y en avait certains qui s'embêtaient pas avec beaucoup, voilà, en même temps. D'accord. Alors, ok, mais alors c'est là où aussi ce que je trouve intéressant dans ce que tu nous dis, je vois que par exemple chez les protestants, des protestants peuvent très bien se marier, avoir des enfants,
Les orthodoxes, c'est pareil, mais il n'y a que dans la branche catholique romaine où là, c'est un ascétisme où il n'y a pas de mariage, on ne touche pas, hein, on regarde avec les yeux, mais même avec les yeux, c'est déjà trop. Donc, ce que j'ai à par là, c'est que en voulant reprendre les règles de la charte, entre guillemets, de Saint-Benoît, cet ascétisme pour des jeunes de 20 ans, et on a beau avoir des aspirations, et en même temps, vous célébrez le beau et la vie, la beauté, Bah oui. et le sexe et les corps, pourrait-on penser, sont de cette... Mais je pense qu'à l'origine, il y a une branche qui devait naître, qui devait être des couples. Et puis celui qui était à la tête, il n'a pas voulu ça. Olivier. Oui, Olivier. Et il en a brimé beaucoup dès le début, comme ça. Et après, bon, ça a été... Donc ceux qui ont pu tenir comme moi, qui avaient besoin de cette expérience j'avais besoin de ça, moi, je pense. Puis je sortais d'une déception amoureuse et je suis rentrée... Ah, mais c'est tu me le dis maintenant, mais Oui, je te oui, pose oui. la question, est-ce que tu en as eu? Tu me réponds pas réellement. Oui, mais avant de rentrer en communauté, C'est juste pour ça avant. que je te dis entre 15 ans et 19 ans. Oui. Donc, tu as Oui, oui, mais j'ai pas connu parce que, pas vraiment, j'ai connu les débuts, mais mon père disait non, il faut pas. Donc, j'ai écouté mon papa. D'accord, mais... Et il est parti avec une autre, bien sûr, de ce fait-là. Désolée. Des Ouais, oncles, t'avais quel âge à ce moment-là? Moi, j'avais 18 ans. 18 ans. Oui. Et après, c'était une grande souffrance pour moi. Alors, là aussi, je ne sais pas à quel moment cela est arrivé dans ta vie, tu me faisais part hors antenne. C'est marrant comme quoi, devant une caméra, on ne dit pas forcément les mêmes choses ou on passe entre les gouttes. Donc Ouais, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Aussi, pour savoir si c'était le genre de vie que tu souhaitais, tu as été passé quelque temps auprès des jésuites. Ah oui, j'étais dans une école religieuse ignatienne, oui. Saint-Ignace de Loyola. C'est pas n'importe qui, hein, donc c'est le créateur de la branche des jésuites, qui était... alors, j'invite les auditeurs à se renseigner sur qui était cet homme, ce qu'il a réussi à initier. Quand je dis réussi, tout est relatif, mais l'ordre des jésuites est un ordre bien spécifique, bien particulier, et cet homme-là, qui a été d'ailleurs il n'y a pas longtemps considéré comme un saint, ça y est, hein, me semble-t-il, il y a 1 an, 2 ans. Ah non, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps? Ah oui, Saint-Ignace. Saint-Ignace de Loyola? Ouais. Il me semble que ça fait pas si longtemps que ça qu'il a été consacré saint. Oui, il me semble que je connais peut-être... mais je peux peut-être me tromper, mais qu'importe. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que bon, tu te poses des questions et tu vas à l'école, mais alors quand on parle d'école, là, dans le sens dans lequel tu parles, est-ce que c'est une école qui t'enseigne à lire, à écrire, parce que les jésuites, c'est des... Ah oui, non, c'était une école, c'est là où j'ai passé le bac, mais moi, j'étais toujours fourrée à ce qu'on appelle l'aumônerie. C'est là où on était... il y avait des groupes de prière, etc., etc. Et moi, j'allais toujours plus loin. Et puis, pendant les grandes vacances, je savais un prêtre organisait les exercices de Saint-Ignace de Loyola. Donc, ces retraites de silence, temps de prière, au moins 3 heures de méditation, 3 heures par jour, sur des textes et sur des questions. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience parce qu'en fait, Saint-Ignace est un précurseur pour ça. C'est que c'était le premier qui commençait à parler de tout ce qu'on pouvait ressentir pendant une méditation, dans notre corps, dans les images qu'on avait. Et il laissait place au langage du corps Et après chaque prière, tu écris tout ce par quoi tu es passé, quoi. Et en fait, jusqu'à arriver... Alors moi, j'en suis arrivée à ça, c'est-à-dire qu'à la fin de la retraite, c'était le rien. Je ne suis rien, je n'ai rien à faire, et peu importe, c'est pas grave. Voilà. Moi qui voulais engager ma vie à Jésus,
Alors, j'étais partie pour savoir si, avoir une réponse directe de là-haut, si je rentrais dans cette communauté. Parce qu'à l'époque, donc, j'avais 19 ans. Je venais de rater pour la deuxième fois mon bac. Je voulais bien savoir qui allait m'ouvrir une porte. Donc, à la fin de la retraite, donc, on a passé plusieurs jours comme ça, à être décortiqués et tout. Et je pose la question, non, le prêtre me dit, maintenant tu vas aller, tu as 1 heure, mais tout est chronométré, hein, tu as 1 heure, au bout d'1 heure, tu y vas avec ta question, est-ce que je rentre dans cette communauté ou est-ce que j'y rentre pas, quoi. Et moi, j'ai médité sur un évangile, à chaque fois il donnait un évangile, et là c'était sur les 2 frères, l'enfant prodigue. Celui qui revient après avoir dilapidé tout son héritage, et son père le reçoit les bras grands ouverts, et l'autre qui avait été fidèle tout le temps, et puis qui était resté avec son père, Qui a fait fructifier. qui avait pas du tout dépensé son argent, lui, il avait que fric de son père, jamais de cette reconnaissance-là. Alors il râle un coup, quoi. Et puis moi, je ne sais pas pourquoi, ça a eu un effet en moi. Ça a été... tu vois, hein, je me suis prise pour celle qui a été sage tout le temps, qui a toujours été avec Dieu. Et en fait, nulle, quoi. C'est nul, cette réaction-là. Je me suis trouvée nulle à avoir fait les choses toujours tout bien. Pour Dieu, etc., pour les autres, parce que j'étais dans on m'a appris ça, j'étais très gentille, je faisais tout, je faisais des sacrifices et tout. Et puis, je dis, ça m'a dégoûtée, je me suis dégoûtée. Je me suis dit, bon, attends, avec ça, tu peux pas prétendre donner ta vie au Christ, quoi. Donc j'avais renoncé, j'ai dit, et puis, je repose la question, il me restait 5 minutes, et là, la réponse, et pourtant, je te veux tout à moi. Là, j'ai compris qu'on soit bien, qu'on soit pas bien, que l'important, c'est d'être... j'ai senti que Dieu me disait, mais bon, toi, tu te juges mal, tu trouves que tu es trop ci, trop ça. C'est pas la question. Moi, je te veux tout à moi dans cette communauté. Alors... Mais les exercices de Saint-Ignace, c'est ça. Faut pouvoir abandonner tout, jusqu'au bout, le moindre petit zèle ou la moindre petite intention encore de service ou de je sais pas quoi, ou d'être bien. Puis après, la réponse, elle tombe. La réponse à ta question. Mais ceci dit, c'est pas nouveau. N'importe qui pourrait vivre ça dans une retraite. Moi, je suis passée par là. C'était les personnes qui m'ont fait vivre cette expérience-là. Ouais, c'était quand même en 78 à l'époque. C'était. Je sais pas. Il y avait peu de personnes quand même qui vivaient les choses comme ça, je pense. Aujourd'hui, ça semble. On va faire une retraite, ou même pas une retraite religieuse, hein, mais une semaine en stage. On passe à la moulinette, pareil. Hein. Moi, j'ai fait ça à cette occasion-là pour savoir à quoi j'étais appelée. Donc sur ce, pour moi, c'était clair que j'avais allé dans cette communauté. J'étais très heureuse, il y avait une grande paix, une grande joie. J'avais été jusqu'au bout de mes méandres et tout ça. Et c'était une très belle expérience. Combien de temps ? Ouais, c'était... Pour moi, à mon âge, on ne faisait pas les 3 semaines comme les vrais exercices. J'ai fait 15 jours. J'étais toute seule aussi à faire la retraite. Mais moi, j'aimais bien ces challenges-là, quoi. Oui, on connaît aussi le côté sportif, hein, le challenge. On met la barre haute. Oui, c'est ça. Et là, dans cette notion de foi et de se lancer dedans, alors il y a forcément... là, une ouverture qui se fait, tu décides de te lancer dans cette communauté corps et âme, avec derrière l'enseignement du jésuite ou des jésuites, à savoir dans l'enseignement de Loyola, c'est d'être dans cette notion de
service, sacrifice, bref, tu n'es rien, tu donnes tout, tu n'existes pas, c'est tout pour les autres. Et tu pars avec finalement cette impulsion première et tu vas y rester 20 ans. De 20 à 40 ans. Alors, que dire de 20 années passées au sein de cette communauté en prenant en considération qu'à un moment donné, elle s'est... alors, fourvoyée, j'en sais rien, mais par rapport à l'idée que cette communauté avait lancée par son initiateur, eh bien, on voyait qu'il y avait des tensions au sein de cette dernière. Qu'est-ce que pour toi, tu as retenu finalement du genre humain? Parce que tu vois, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une vision, entre guillemets, enfin, une des visions New Age, où on peut très bien souhaiter, aspirer à l'amour, mais à l'amour désincarné. Hein, c'est ce dont tu parlais justement, cuit les petits oiseaux, la vie est belle, on se donne de l'amour, pas la guerre, bref, mai 68 est Ah ouais, passé par c'était là. vraiment Tu vois, mais 68 heures au possible. il y avait ce ouais, côté-là, c'est ça. et Ouais. cette aspiration, elle est encore présente aujourd'hui. De quelque part, vivre une spiritualité qui pourrait être, et pourquoi pas, très désincarnée. Et qu'est-ce que tu as pu voir finalement au sein de l'être humain, de 20 années d'expérience, avec des hommes et des femmes qui, à la base, souhaitaient aller dans cette pureté, virginité, telle qu'ils pouvaient la concevoir, oui, mais qu'est-ce qu'il en a été concrètement finalement sur le terrain? Est-ce que c'est possible de vivre dans ce souhait d'être entre guillemets pur, vierge, on s'aime tous, on est frères? Et moi, c'est une question que je travaille beaucoup et je lis beaucoup sur. En ce moment, je lis Barry Long, tu connais? Et il dit à ce sujet-là, il reproche à l'Église d'avoir idéalisé les ascètes, ceux qui vivaient, les ermites, ceux qui vivaient dans la chasteté. Et il leur dit, vous n'avez pas eu le courage de vivre votre sexualité. Et moi, ça m'a fait tilt, tu vois. Pourtant, ça fait déjà maintenant, je sais pas, plus de 10 ans que j'ai quitté la communauté. Et là, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai. C'est pas normal. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas normal de vivre ça. Ou c'est... mais en même temps... on va dire que c'est pas courageux. C'est pas courageux. En même temps, on pourrait dire que c'est courageux, mais c'est pas courageux. En même temps, puisque tu parlais de l'empreinte qui a été forte chez toi dès ton enfance, je veux dire, c'était pas difficile d'avoir une relation, je veux dire, platonique avec un homme, une femme, et de ne pas y voir du tout d'intérêt ou d'intention voilée, cachée, pour avoir finalement atterrir au lit, hein, disons-le clairement. Donc, je trouve ça aussi intéressant. C'est-à-dire que pour toi, c'était naturel, c'était spontané, il n'y avait pas cette... Mais c'était attends, transparent quelque quand part. même, au bout de... Je vais te dire, pourquoi j'ai quitté la communauté, c'est que j'ai fait une dépression nerveuse. Bon, on se donnait beaucoup dans le travail et il y avait énormément de choses à faire. On était vraiment au four et au moulin tout le temps. Et on ne dormait pas beaucoup. Enfin, il y avait tout ça. Mais aussi parce que, au niveau affectif, je suis tombée amoureuse. Et c'est parti n'importe comment. Donc, de quelqu'un de la communauté? Non, moi. Oui, mais tu es tombée amoureuse de quelqu'un de la communauté. Et j'ai fait une grosse déprime parce qu'en fait, dans ces cas-là, bien souvent, on nous changeait de maison, de mission. On nous envoyait ailleurs. Bon, c'était quelqu'un en haut qui nous envoyait ailleurs. Donc, il y avait à chaque fois moi, ça a été des crises de déception, en fait, à chaque fois. Que tu as été amenée à changer de lieu? Oui, parce qu'à chaque fois, il y avait une personne avec qui je créais un garçon, avec qui je créais un lien d'amitié. Et puis, à chaque fois, c'était trop, alors on t'envoie ailleurs.
Voilà, c'est ça. Bien souvent, c'était comme ça que ça se passait. Au départ, ce qui est beau, c'est que c'est vrai quand il y a ce lien d'amitié, les débuts, ça donne de l'énergie, on a de la créativité, on est innovant. Mais arrive à un moment donné, soit on va plus loin, et dans ce cas-là, on se marie, et puis voilà, on fonde un couple et on va vivre autre chose. Mais là, il n'y avait plus personne arrivait à suivre les amitiés particulières. Et ça fait de gros désastres chez beaucoup. Donc moi, je crois qu'à 40 ans, là, j'ai pas assumé ça, comme je l'avais vécu plusieurs fois. Et j'ai pété un plomb. J'ai maigri, je mangeais plus, je dormais plus, je pleurais tout le temps. Enfin voilà quoi, c'était. Alors un psy ou c'était la communauté qui prenait soin de toi? Oh non, ils étaient ouverts, quoique. J'ai été voir un gars qui soigne avec des pastilles de lumière, des couleurs. Tiens, c'est drôle, les couleurs, ça me va bien. Mais bon, voilà. Mais bon, cette personne, effectivement, elle a détecté tout de suite qu'il fallait que je décarpisse. Mais moi, je ne voulais pas. J'avais tous mes amis ici. Depuis 20 ans, quoi. C'était ma vie. Et puis, ce que je faisais, même si c'était fatigant, c'était passionnant. En même temps, je me rappelle t'avoir entendu dire que tu te rappelles avoir reçu un groupe, Oui. parce que ça a défilé régulièrement. Vous receviez des laïcs ou des personnes qui souhaitaient peut-être faire des retraites. Il y avait des stages théâtre, des stages musique, des congrès, des soirées danse folklorique. D'accord, donc on va dire des spectateurs, des invités. On faisait des spectacles d'expression populaire avec les gens, donc il fallait rencontrer les gens, les recevoir. Et moi j'étais bien souvent maîtresse de maison, donc je m'occupais de l'intendance, de l'accueil, de l'hébergement. J'ai beaucoup fait ça sur mes 20 ans. Ouais. On avait une mission un peu, ça bougeait un peu, mais bon, j'ai beaucoup fait ça. Et tu as fait un rêve? J'ai fait un rêve, c'était un 31 janvier, un 31 décembre. Je crois qu'on était 60 à dîner. Il fallait faire grande réception. Et puis, à chaque fois, c'était des super repas. Il fallait que la beauté soit partout. Ça, c'est clair. Et donc, c'était quand même un gros boulot. Puis après, il fallait faire coucher les gens, trouver des gens qui les accueillaient. Moi, je crois que je me suis couchée. Et puis j'ai fait un rêve, j'avais pu caser tout le monde, j'ai fait un rêve que, zut, où il est mon lit, où je dors, où elle est ma chambre. Je ne savais pas, j'avais plus de place pour moi. C'est vrai que j'aurais dû écouter à cette époque-là, moi la première, j'aurais dû dire, attends, arrête-toi un petit peu. Mais on a tellement, les missions, elles arrivent. Mais tu n'es rien, tu donnes tout à Dieu, aux autres, tu n'existes pas, tes propres besoins. J'étais jusqu'au bout de ça, effectivement, c'est peut-être l'expérience que j'avais à vivre. Aller jusqu'au bout de ça. Et aller dans ce questionnement, encore une fois, de... Qu'est-ce que le don? Et qu'est-ce que le sacrifice? Et la distinction à faire entre les deux, peut-être, entre le don et le sacrifice de soi. Oui, le sacrifice, je crois que... Et moi, je crois que c'est toujours mon challenge de vie. C'est que... après, donc, je me suis mariée. Et j'étais au service de mon mari. Et puis là, je suis au service de ma fille. Enfin, je travaille à ne plus l'être. Mais... c'est quand même une grosse question pour moi d'être à mon propre service. C'est pour ça que je suis venue sur Terre, c'est pour être à mon propre service et apprendre ça. Aujourd'hui, j'en suis là. Mais pour en arriver là, tu vois le chemin par quoi on passe. Ah ouais, non mais on peut peut-être imaginer que pour toi c'était d'une évidence d'avoir fait je ne sais pas combien de vies de religieuses, de nonnes ou autres, ou d'ascétisme divers et variés, et puis donc d'avoir cette facilité, mais de rentrer dans la vie,
d'être en lien avec la vie, avec monsieur, madame, tout le monde, d'avoir éventuellement un travail, un mari, des enfants, bref, ce qu'a eu l'occasion de te montrer quelque part tes propres parents. Ils s'incarnaient pleinement ça. Et comment être dans la notion de service et de don de soi, tout en pensant à eux. Là, c'est une grande mission et pour le coup très incarnée, que tes parents ont été des témoins de ça finalement. Tout était déjà là peut-être dès le début. Donc le cheminement, tout un programme de Marie-Emmanuelle Jouffriot qui part en vadrouille en ayant des bases connues et puis s'aventurant petit à petit à la découverte de cet inconnu finalement. Moi, je suis qui ? Mes propres limites, ma personnalité, qu'est-ce que j'aime pas, et s'affranchir de ce que le groupe, quel qu'il soit, souhaiterait ou pense qu'il est mieux pour toi. Comment être à l'écoute de ça? Donc déjà un rêve là qui te montre clairement que ta place elle est nulle part. C'est les autres qui sont dans ton lit, qui sont partout. Tu n'existes plus. Et c'est vrai que là, pour le coup, ce que tu as pu vivre avec l'enseignement de Loyola, eh bien, c'était là, c'était présent, quoi. Tu n'es rien, mais pris au pied de la lettre, et pas dans un sens peut-être plus spirituel. Effectivement, se détacher de l'ego, c'est une chose, mais qu'on me marche dessus, je dis non, peut-être pas. Alors, tu quittes cette communauté. Avec, pour toi, s'engage un combat, s'il en est, alors là aussi, à marquer sa propre limite, à savoir que tu as donné 20 ans de ta vie, gracieusement, sans fiche de paye, sans rien du tout, bref, tu ressors les poches vides, tu n'existes pas quasiment aux yeux de la société. Tu m'aurais vu arriver à la CAF, à la NPE, mais je suis fondue en larmes, je me suis dit, mais c'est quoi ce monde-là? Alors, je ne savais pas quoi dire à la dame. Tu sais, à la dame qui me dit, alors, vous avez fait quoi et tout. Je dis, en fait, elle a dû dire, son mari l'a larguée, elle est toute seule, ou je ne sais pas quoi, mais bon, je ne suis pas rentrée dans les détails. Bon, ils m'ont donné le RMI quand même, heureusement. Et puis, j'ai eu une tante qui a été très, très intelligente et elle avait les moyens, elle m'a offert une nouvelle formation et j'ai fait une école de décoration intérieure. Je fais une parenthèse à ce moment-là, Marie-Emmanuelle, parce qu'il y a un autre élément, c'est que il est intéressant de voir comment on peut se perdre pour mieux se retrouver. C'est qu'au moment où tu te lances dans cette communauté, alors que tu as 20 ans, tu entraînes certains de tes frères et sœurs. Ouais. Alors sur les 10, c'était pas beaucoup, on n'était que 4 dans la communauté. Non, c'est un bon tiers, pour le coup. Ça, pour le coup, oui. Oui, c'est vrai. Et au moment où tu pars, là aussi, ils te suivent. Ils me suivent de près, oui. Ils me suivent de près. Peut-être que déjà ce charisme et cette présence que tu trouvais chez ce moine abbé était déjà présent en toi pour entraîner des frères et des sœurs. Peut-être que ce n'est pas anodin d'avoir ce rayonnement au sein de ta propre famille. Je me pose la question donc de savoir comment se joue symboliquement pour toi le retour à la vie entre guillemets civile. Comment alors tu parles de la CAF ou de Pôle emploi, mais comment on repart alors que concrètement tu peux toucher à tout. Tu as fait 20 ans de formation en touchant tous les postes. Tu as fait de l'administration, tu as accueilli les gens. Tenu un restaurant, lancé une maison familiale de vacances, un centre de vacances. Oui. Été en Afrique, j'ai fait un chantier international de jeunes au Sénégal. J'ai organisé ça. Enfin oui, c'est vrai que... Tu es une femme qui peut tout faire, quoi. Oui. Alors c'est sûr que tu n'as pas le diplôme, mais tu n'as pas de diplôme. Non, je n'ai pas de diplôme. Tu as l'expérience, alors après on peut te demander, mais madame, vous avez un papier de votre employeur pour justifier ce que vous me racontez? Non, aujourd'hui c'est c'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux raconter ce que tu veux, remplir des faux CV, mais la plupart du temps on va te demander des preuves de ça. Donc là tu n'as rien, tu pars sans rien.
Et c'est pour ça j'avais besoin. Je me voyais pas aller travailler. J'étais trop fatiguée. Je sortais d'une déprime, mais j'étais à ramasser à la petite cuillère. Hein. Et puis en plus, cette séparation de 20 ans, je n'étais pas prête à aller travailler. J'étais plutôt convalescente, disons. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais faire une... Parce que ce qui est assez incroyable, c'est que j'étais dans une communauté normalement artistique et j'ai jamais touché à tout ça. Il y avait certains qui faisaient du théâtre. Si, j'ai mené une fois un stage théâtre, mais je me rappelle de pas grand-chose. Ou alors, moi, j'étais toujours un peu... Intendance. Intendance, oui. Et je me suis dit, mais moi, j'ai envie de peindre, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire quelque chose de mes mains. Et alors, je suis rentrée dans cette école à Rennes, qui accueillait des adultes. Alors, j'étais avec des filles de 18 ans, c'était sympa. Financée par ta tante, donc. Financée par ma tante. Et alors là, personne n'a rien compris. Moi la première, je n'avais pas touché un crayon depuis l'âge de, on va dire la troisième. Allez, on fait du dessin jusqu'en troisième. Et là, tout est sorti, mais incroyable. Les natures mortes, quand on faisait des... Et puis j'ai eu un cours un prof en création de motifs qui a été génial. Et tout est sorti. Et là, quand on était un adulte, on faisait 2 années en une. Donc j'ai beaucoup bossé, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler. Ça a dépoté, j'ai eu mention très bien. Seul examen que j'ai eu mention très bien. Et la directrice, elle m'a embauchée dans la lancée pour être prof à l'école. Ah ouais. Donc c'était mon premier travail. Vraiment payé. J'en revenais pas. Moi, c'était quand même à 41 ans, ça. Ou 40 ans. Voilà. Alors ? Et après, j'ai arrêté ça. Pourquoi avoir arrêté ? Alors que tu t'épanouis, Non, c'est l'école, la directrice. Je sais pourquoi. Parce que moi, à l'époque, j'ai fait une formation en parallèle de Feng Shui. Et je voulais introduire dans l'école de déco intérieure cette dimension-là. Ah oui, mais pourquoi le Feng Shui ? Enfin, là, pour le coup, excuse-moi, mais on sort du côté européen pur avec la religion judo-chrétienne. Il y a encore le lien à la communauté au passé dans le domaine artistique, avec ces facilités que tu avais déjà en enfance. Tu disais que tu avais des facilités pour dessiner. Feng Shui, ça sort d'où ? Ben, j'ai toujours eu besoin d'ouvrir d'ouvrir. Parce que dès que je suis trop dans un truc, je m'ennuie. Comme à l'école. Je m'ennuyais. Et là, j'avais découvert le Feng Shui. C'était à la mode à l'époque. Il y avait 4-5 week-ends de formation, tu vois. Donc, je m'étais dit, je me mets au pendule. Et puis, c'est là où je commençais à décrocher aussi avec toute la religion catholique. Tu te mets au pendule ? Oui. Comme ça ? Oh non, mais mon père, il faisait du pendule aussi. Ah, d'accord. Non, Donc, c'était quelque chose de tout ce qui a trait au magnétisme, oui. Ce qu'on appelle aujourd'hui la géobiologie, pour toi, était quelque chose de familier ? Oui. Tu vois, mes parents étaient déjà là-dedans à l'époque. Hein. C'est quand même... ils réfléchissaient à tout ça. Donc pour moi, le pendule, c'était pas quelque chose qui n'allait pas avec la religion. Hein. C'était un outil. Mais de toute façon, j'étais en train de tout lâcher. Je commençais à rencontrer des personnes complètement différentes et qui commençaient à me parler différemment, quoi, de tout ce que j'avais entendu. Et ça me plaisait bien. En fait, j'ai toujours été un peu novatrice là où j'étais. Dès que ça commençait à être un peu trop ennuyeux, j'allais explorer un peu autour. Donc il fallait quand même que tu aies fait le tour. Et je disais, venez voir, écoutez, venez... Voilà, comme ça. J'étais un peu comme ça. Donc il y avait quand même cette notion, si j'entends tes propos, de celle qui a des facilités, en tout cas dans le domaine artistique.
dans l'intendance, dans le fait de gérer des groupes. Ouais, j'étais animatrice quand même. J'avais eu mon diplôme d'animatrice. Et en même temps, j'entends que derrière ça, une fois que tu en es arrivé à une certaine forme de maîtrise, si je ne me trompe pas, tu t'ennuies très vite parce que tu maîtrises déjà le truc et envie de s'ouvrir à autre chose. Mais toujours avec cet esprit, j'entends, de créativité ou de faire des liens ou des ponts avec l'extérieur. C'est-à-dire que le feng shui, c'est aussi l'art d'agencer les ondes de forme, de faire en sorte de créer un équilibre, une harmonie avec une pièce, des couleurs, des objets, etc. En même temps, quand on parle du magnétisme, on retrouve cette notion d'énergie qui peut circuler et qui anime toute chose. Et là, avec l'exemple de ton père ou de ta famille, malgré le fait que tu sois, entre guillemets, ou que tu fus nul à l'école, cela n'a pas empêché que ton ouverture, en tout cas, vers ce qui relie les gens ou ce qui permet aux gens de se donner à eux-mêmes, pour le coup. Là, il y avait une certaine forme d'excellence, peut-être. Oui. En fait, j'étais animatrice dans l'âme. C'était tout ce que je touchais, j'avais envie de retrouver le sens et retrouver l'âme. Et le feng shui, c'est l'âme des choses. L'âme et rendre visible l'invisible, spiritualiser la matière, matérialiser l'esprit. Enfin, c'était toujours sur la fange de... Et dans cette école, la directrice était assez ouverte, mais les élèves, il y en avait qui étaient tentés, mais c'était un peu tôt, je crois. Donc, alors que tu as ta première paye, que tu es pour la première fois salarié, que tu travailles dans un cadre qui est artistique, donc c'est le cadre qui... Puis transmission, j'aimais bien parler, expliquer mon expérience. Et parce qu'on te refuse la possibilité d'intégrer le feng shui au sein de l'école, tu décides de t'en aller? Non, c'est la directrice qui m'a dit que je ne renouvelle pas votre contrat. D'accord. Parce que tu étais rentre dedans, tu voulais absolument? Enfin, Non, mais je sais pas, c'était elle qui était plutôt très... Elle avait ses humeurs. C'est drôle parce qu'en fait, on attire les personnes, le style de personnes qui ressemblent aux personnes avec lesquelles on a encore un arriéré. Et elle ressemblait étrangement aux responsables de la communauté, dans ses humeurs et ses... Donc tant que j'avais pas réglé mon problème, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, ouais. Ouais, elle était là encore une fois comme miroir pour... Comme miroir. Alors le miroir, c'est quoi? C'est quoi le point commun? Le point commun, c'est dictateur. Ah ouais, carrément. Elle a été connue comme ça. Ouais, d'accord, de pouvoir finalement diriger tout seul et pas trop demander l'avis des autres et dire c'est comme ça. D'accord, voilà. J'entends bien ton propos. Lorsque en préparant cette émission, tu m'as fait part là aussi d'une rencontre au mariage de ta sœur, ou d'une de tes sœurs en tout cas, qui pour le coup a été un grand tournant dans ta vie. Est-ce que cet événement-là a eu lieu après que tu aies quitté cette école? Oui. Parce qu'après l'école, on m'a demandé pour être animatrice dans un organisme qui formait et qui aidait des gens à créer des gîtes ruraux pour le Maine-et-Loire et Loire-Atlantique. Et moi, j'étais appelée pour les amener à trouver leur style pour décorer leur gîte. Donc j'ai été prof de déco, si tu veux, pour ces personnes-là, pendant 1 an aussi. Donc ça a été... Moi, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup plu. J'étais vraiment maître chez moi. Voilà. J'avais pas de supérieur. Ouais. Agréable. Agréable, oui. À l'époque, j'avais acheté une petite moto. Et je partais avec ma moto, ma 125 Suzuki. Et je partais, je faisais 100 km pour aller animer un atelier. Je revenais, j'avais mon sac à dos avec tous mes bouquins. Ah oui, c'était super. D'ailleurs, je fais une autre parenthèse, excuse-moi, parce que entre le moment où tu parles de la communauté,
où tu rentres dans cette école, tu as ton diplôme, tu enseignes. Donc là, il y a combien de temps pour le diplôme? Un an. Un an? Et puis après, j'enseigne un Un an. an? Et après, je fais un an de gîte ruraux. D'accord. Donc sur 3 années, un homme dans l'histoire ou pas? Parce que pour le coup, toi qui as Oui, été frustré oui, de créer des liens avec des hommes et à chaque fois où cette amitié aurait pu se transformer en relation amoureuse, oui, chaque fois il y avait une césure. Là, tu as 3 ans, tu es libre comme l'air, oui. tu fais ce que tu aimes. Ah oui, j'ai fait mes expériences là. Ouais, j'ai fait mes expériences, j'ai rencontré des hommes, mais c'était pas toujours et c'était pas toujours heureux quoi. C'était plutôt très très difficile et euh, dans le sens où je me suis retrouvée avec quelqu'un aussi qui était un miroir encore, hein, de quelque chose que j'avais pas réglé et qui était beaucoup dans la discussion, c'est moi qui ai raison, etc., etc. Donc le jour où j'ai pu dire les choses, j'étais beaucoup mieux. Donc on s'est séparés comme ça. Et, euh, et puis après, ben, en fait, si j'entretenais encore j'arrivais pas à lâcher avec l'ami avec lequel j'étais en communauté. C'était le seul lien que j'avais encore. Et je me suis fait beaucoup mal à le garder en mémoire encore et dans mon cœur. Parce que lui, il n'est pas parti. Il t'a pas Non, suivi. non, 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 il est resté. Et ça, je pense qu'à chaque fois, moi, les deuils ont été très longs et très, très difficiles à vivre. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'arrive plus à parler de deuil pour une relation. Pour moi, quand on aime quelqu'un, on l'aime, on constate qu'on aime cette personne, et point à la ligne, et puis voilà quoi. Il n'y a pas de deuil à faire, et ça prend une autre forme. Et ça, pour moi, c'est une grande libération. Et je crois que j'ai beaucoup perdu de temps dans ma vie avec des deuils affectifs. Ça devrait être longtemps. Oui. Mais parce qu'il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'il est plus facile de vivre avec, au sein de la communauté dans laquelle tu étais, avec cette projection au regard de l'amitié qu'on a avec un homme, où on peut idéaliser en disant ah, si j'étais avec lui, ça serait merveilleux. Déjà que notre relation amicale, Oui. elle est tellement belle, etc. Pour le coup, de retour dans ta vie, entre guillemets, civile, si je puis dire, cette désillusion, combien tu as eu de relations sur ces 3 ans? Tu te rappelles? Une. Une? Oui, une. Ah oui, Et après, autrement, j'ai eu des amitiés très, très fortes avec certains, mais qui étaient pas, qui étaient comme de l'ordre de la communauté, en fait. D'accord. Donc, on va dire que là, pour le coup, tu as eu l'occasion de perdre ton pucelage à 40 ans passés, 43 ans. Oui. Et ça fait comment pour, j'allais dire, excuse-moi, je me permets, hein, je suis désolé, mais parce que quand on a une richesse due à un parcours qui dure 40 ans et que c'est une des rares zones qu'on n'a pas explorées, alors que tu as eu l'occasion de faire toutes ces aventures-là, c'est un terrain vierge, c'est le cas de le dire. Et comment tu t'es positionné vis-à-vis de cet homme avec qui tu as passé ce cap? Et c'est important pour ta féminité en même temps. Est-ce que ça a été quelque chose de facile, de difficile, de joyeux ou... C'était, disons, je crois que je me suis retrouvée comme la petite fille de 15 ans, tu vois. Donc, c'est comme si j'avais pas grandi, j'avais pas du tout été enseignée, et je pense que pour beaucoup, c'est un peu ça qui se passe la première fois, parce que eux, ça se fait à 15 ans, peut-être. Donc, mais moi, j'étais pareille. Et non, il n'y avait pas de... C'est comme si l'idéal que je m'étais fait,
se fissurait, tu vois. Et je pense que là, il peut y avoir une grosse déception, déception. Alors que tu idéalises l'amour humain, oui, bien sûr. et puis tout d'un coup, oui, c'est ça. Tu dis, c'est ça, et puis tu n'as pas été préparé. C'est que ça. T'as jamais, oui, c'est que ça, tu vois. Et tu n'as jamais vraiment, t'as pas appris, quoi. T'as pas appris. Mais l'homme, il le savait que c'était pour toi. Oui, oui, il le savait. Est-ce qu'il a su t'accompagner justement dans cette découverte? Oui, mais c'était justement cette personne dont je te parlais qui un peu de qui représente les raisons. Oui, c'est comme ça. Ou, tu vois, un peu mon père, quoi, qui représente un peu mon père. C'est sûr que si tu as 15 ans dans ce domaine-là, et tu te... l'image, elle est un petit peu... Voilà, c'est vierge, tu connais pas, donc t'en remettre à quelqu'un que tu pourrais croire être initié ou qui sait mieux que toi, puisque pour toi, finalement, ce terrain-là est inconnu. Il pouvait l'être, il était thérapeute, alors, tu vois, il était très... Et donc, pourquoi ça s'est fini? Oui, parce qu'en fait, lui, il avait quelqu'un. D'accord. Tu vois? Donc, moi, je cherche les situations idéales. Tu ne savais pas? Je savais que c'était... Il n'était pas marié, mais il était avec elle, mais qu'il partait, qu'il revenait. Et donc, oui, ça m'a pas... C'est bizarre, des fois, je me dis, mais comment ça se fait que t'es... Parce que moi, je suis très là-dessus. Hein. Je n'irais pas prendre quelqu'un d'autre, tu vois. Et bien là j'étais vraiment... mais quand j'y repense, je me dis, mais t'exagères, quoi. Mais ça fait rien, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut être des deux côtés et c'est très intéressant. Savoir ce que ça fait. Mais en tout cas, disons que c'est pas très... Ça n'a pas été... le summum. Oui, je veux bien te croire. En tout cas, je dirais, ça y est, t'es débarrassé, le pas est passé, est fait, le passage est passé. Mais j'ai beaucoup été toujours cette... pour moi, c'est toujours une question très vitale pour moi. Cette communion entre l'homme et la femme. C'est la question que je continue d'explorer. Quand je te parle de Barry Long, je trouve que c'est quand même, ça commence à être une nourriture que j'arrive à entendre. Ça. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute dim.media, hym.media, le média internet avec l'émission Témoin. Aujourd'hui avec nous Marie-Emmanuelle Jouffriot. Marie-Emmanuelle, si tu le veux bien, j'aimerais que tu puisses communiquer aux internautes ton site internet. Car tu fais de la marbrure aujourd'hui, et on y reviendra, puisque c'est aussi un moyen que tu as eu de faire partager, pour le coup, tes dons artistiques, en même temps qu'un moyen d'arriver à la connaissance de soi. Laisser des traces, on peut laisser des traces à différents niveaux, et on en viendra à en parler en fin de cette émission. Ton site internet? Alors, c'est Atelier du temps compté, compte.com. Voilà. Tu le répètes une deuxième, s'il te plaît. Atelier du temps compté.com. Atelier du temps compté, tout attaché? Tout attaché et compté comme on compte le temps. Voilà, donc fin de cette première partie. Nous reviendrons d'ici quelques instants, le temps que YouTube vous amène sur la deuxième vidéo et la suite de cette émission avec un voyage en Inde et puis un enfant à venir, la rencontre de l'amour, le vrai, et de voir tout ce qu'il y a tout autour. Donc à tout de suite, Marie-Emmanuelle. Bref, feuilleton.